humanitaire qu'économique, et je me limiterai à quelques points centraux. D'abord, en rappelant que sur le front militaire, les derniers mois ont été fort heureusement marqués par plusieurs avancées contre Daesh, qui a perdu près de 40% des territoires qu'il contrôlait. Mais sur le plan politique, le gouvernement de M. Haider al-Abadi n'a pas jusqu'à présent justifié les espoirs que nous avions placés en lui, et les réformes politiques qui étaient destinées à intégrer les sunnites dans la communauté nationale sont aujourd'hui bloquées. La corruption reste endémique, avec un score désastreux dans le classement international de l'ONG Transparency International, 161e rang sur 167. Quant à la situation financière, elle est particulièrement inquiétante, puisque les déficits budgétaires dépassant 20% devraient atteindre 32% du PIB en 2013 et probablement près de 88% fin 2016. Dans ce contexte, évidemment, nos échanges avec l'Irak restent limités. En 2014, nous y avons exporté pour 417 millions d'euros de biens, soit moins de 0,1% du total des exportations françaises dans le monde. Et nous avons importé pour 752 millions d'euros, ces importations bien sûr constituées globalement de pétrole, l'Irak étant notre 11e fournisseur, à l'origine de 2,3% de nos importations de brut. Mais cette situation ne doit pas nous conduire à négliger le potentiel de l'Irak. C'est l'un des grands pays du Moyen-Orient, avec 35 millions d'habitants, soit une population plus importante que celle de l'Arabie saoudite. Même en état de guerre, il a produit en 2014 160 millions de tonnes de pétrole, soit 3,8% de la production mondiale. Et surtout pour les réserves, il serait au 5e rang, avec près de 9% du total mondial. Il est donc important d'être présent économiquement dans ce pays. Or, le fait est que notre présence est plutôt faible. Sur le plan commercial, plus faible en tout cas que celle de l'Allemagne, dont la part de marché est 2,5 fois plus forte que la nôtre, ou de celle de l'Italie, dont la part de marché est le double. Sur le plan des investissements, seul un petit nombre de grandes entreprises françaises sont présentes en Irak, parfois avec des investissements très lourds. Deux entreprises, Total et Lafarge Holcim, qui a 3 cimenteries, ont des investissements se chiffrant en milliards d'euros. Orange, CMA CGM, Renault Trucks, Danone ou Schneider Electric sont également présents. La ratification d'un accord sur les investissements avec l'Irak donnera à nos entreprises plusieurs avantages. Des garanties de droit et de recours à l'arbitrage. J'y reviendrai dans un instant. La possibilité de bénéficier de garanties de la COFAS pour leurs opérations avec l'Irak, possibilité qui est conditionnée légalement à l'existence d'un accord de ce type. Enfin, un avantage concurrentiel relatif par rapport à certaines de leurs concurrentes, car l'Irak a peu d'accords de ce type en vigueur. En Europe, l'Irak a conclu des accords sur les investissements avec l'Allemagne et l'Italie. Ils ne sont pas encore en vigueur et des négociations sont en cours avec les Pays-Bas, ce qui nous donnerait donc un avantage concurrentiel. Par ailleurs, il faut souligner que nous sommes fortement engagés politiquement et militairement aux côtés du gouvernement irakien et des Peshmerga kurdes, comme je l'ai dit, contre Daesh. Nous avons 200 conseillers militaires. Évidemment, cet accord que je vous propose a une portée économique, mais il ne faut pas la dissocier du contexte dans lequel nous nous trouvons en Irak et du geste de confiance que cela peut également apporter vis-à-vis des investissements français et des entreprises françaises qui aujourd'hui contribuent à la reconstruction de l'Irak et au retour de sa prospérité et de ce qui doit être fait plus globalement pour stabiliser ce pays. J'en viens à l'accord. Je dirais simplement que c'est un accord sur les investissements extrêmement classique, sur un modèle conventionnel qui touche aujourd'hui une centaine de pays, soit quasiment tous les partenaires économiques de la France. C'est un réseau conventionnel bilatéral qui couvre également beaucoup de pays de cette région, notamment l'Iran, la Turquie, Syrie, Liban, Jordanie, Arabie Saoudite, Koweït, Qatar, Bahreïn, Émirats Arabes Unis. Les clauses de l'accord suivent donc à quelques différences près le modèle d'accord de cette nature qui a été élaboré par la Direction générale du Trésor et que l'on retrouve donc globalement. Sans les détailler, je les cite rapidement. L'article 4 pose la question du traitement juste et équitable. L'article 5
prévoit l'octroi aux investissements en provenance de l'autre partie du traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée. L'article 6 garantit les investisseurs contre les mesures d'expropriation ou de nationalisation, même indirecte. Et l'article 7 garantit la liberté de rapatrier les différents types de revenus liés aux investissements et les produits de leur éventuelle cession. Je me m'arrête un instant sur l'article 8, qui est peut-être le plus important, mais qui peut susciter un débat. Pourquoi ? Parce que c'est un article très classique sur le fond, qui prévoit le recours à l'arbitrage international dans le cadre du système du CIRDI en cas de litige entre un investisseur étranger et l'administration. Le CIRDI, ou Centre international pour le règlement des différents conflits relatifs aux investissements, a été justement créé en 1966 dans l'orbite de la Banque mondiale pour permettre un arbitrage international de ce type de litige, car l'existence d'un système de ce type était considérée comme la seule garantie de protection des investissements internationaux dans des pays où la justice n'offre pas toutes les conditions d'indépendance et d'honnêteté. La présence d'une clause d'arbitrage de ce type est donc la clé de voûte des accords de protection des investissements, sans laquelle rien ne garantirait leur application impartiale. Et de ce fait, ces clauses sont très appréciées et même revendiquées par les entreprises françaises et européennes. Mais vous le savez aussi, ces clauses, connues sous l'acronyme anglais d'ISDS, pour Investor State Dispute Settlement, suscitent depuis maintenant 2 ans un débat public particulièrement vif dans le cadre du futur partenariat transatlantique avec les États-Unis, qui, si il est signé, en comporterait une. Alors, les critiques contre les systèmes d'arbitrage, nous les connaissons. Elles sont motivées par des arguments qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main: l'opacité, le coût des procédures, parfois les doutes sur l'indépendance des arbitres qui ont pu avoir des liens avec certaines entreprises, l'existence de recours abusifs, l'absence de mécanismes d'appel, le contournement des justices internationales, etc. Il y a eu une consultation publique conduite par la Commission européenne, une résolution votée par le Parlement européen, des propositions formalisées par le gouvernement français, puis la Commission européenne, qui convergent vers le remplacement du recours à des arbitres par un système totalement différent, à savoir un tribunal public permanent des investissements, avec de plus un mécanisme d'appel. Dans le même temps, l'Union européenne a finalisé avec le Canada un accord commercial global, dit CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreement, qui comprend lui aussi une clause de recours à l'arbitrage. Cette clause reste dans le cadre de l'arbitrage privé dans le système du CIRDI, mais comprend déjà des réflexions, des progrès par rapport à la rédaction que l'on trouve dans l'accord que je vous soumets aujourd'hui. Il y a des définitions sur la souveraineté réglementaire des États, des garanties nouvelles en matière de déontologie, des garde-fous. La vraie question que je vous pose, mes chers collègues, c'est que dans ce contexte, la question qui nous est posée est de savoir si nous pouvons autoriser la ratification d'un accord comprenant une clause d'arbitrage, alors que des discussions sont en cours sur la refonte précisément de ces clauses. Après y avoir beaucoup réfléchi et beaucoup consulté, la réponse pour nous est très claire. On ne peut pas traiter sur le même plan l'accord avec l'Irak et la négociation transatlantique. L'accord transatlantique, s'il est conclu, aura une portée exceptionnelle. Il concernera 2 ensembles économiques qui sont à l'origine de près de la moitié des flux d'investissements étrangers dans le monde et aura une influence énorme sur, évidemment, les investissements, ce qui peut justifier un mécanisme juridictionnel permanent comme celui que la Commission européenne a récemment proposé. De fait de cette portée, cet accord aura un effet tout à fait normatif qui appellera d'ailleurs probablement à la conclusion d'avenants ultérieurs. Il n'en est pas de même du tout pour l'accord avec l'Irak. Si un jour, évidemment, il y a un nouveau modèle, nous y réfléchirons, mais pour le moment, nous sommes face à un accord plus modeste et qui appelle une certaine urgence, qui est de nature à protéger nos investissements actuels. Et je me permets de vous dire cet accord concerne aussi une de nos entreprises qui aujourd'hui est face à un litige difficile et a besoin de cette protection. Un accord passé avec l'Irak aujourd'hui est donc tout à fait opportun, pertinent et nous paraît se justifier. D'autre part, je crois que ce sera un signal extrêmement important pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire de nous permettre d'avoir aussi, dans ce que nous espérons être pas trop tardivement une sortie de crise, une capacité à être juridiquement et économiquement implanté
dans un pays qui, encore une fois, doit devenir à terme un de nos partenaires. C'est un signe de confiance, c'est un signe d'avenir. Et pour ces raisons, et sans attendre l'évolution des négociations dont on ne connaît pas aujourd'hui les conditions d'aboutissement ni les délais d'aboutissement, je vous propose, Madame la Présidente, en remerciant vraiment beaucoup Monsieur Hartoun de m'avoir aussi bien secondé dans ce travail, d'approuver ce projet. Merci Madame la rapporteure pour ce rapport très précis. J'ouvre le débat. Jacques Miard. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure. C'est avec une certaine satisfaction que j'ai pu reconnaître dans ce projet d'accord, dans une vie antérieure, le projet que nous avions mis au point à la Direction des affaires juridiques des affaires étrangères avec pour chef de mission à chaque négociation un illustre inconnu, Jean-Claude Trichet, puisque j'ai directement agi pour que nous puissions avoir un canevas d'accord qui est exactement celui que nous avons aujourd'hui. Je constate d'ailleurs que le projet franco-irakien est en réalité la reprise directe de ce que a été mis au point il y a maintenant une trentaine d'années, donc ce qui me fait dire, en ayant des chevilles qui enflent, que nous n'avions pas si mal travaillé. Vous avez, à juste titre, en ce qui concerne la clause Sirdi, que nous avions introduite à l'époque, justifié le recours à l'arbitrage international. Alors il faut être clair sur l'arbitrage international, parce qu'il y a eu une mode de l'arbitrage international privé, et il est exact que l'arbitrage international privé entre un État et un investisseur n'est pas la panacée. Ça peut durer des années, des dizaines d'années. Lorsque vous avez une sentence arbitrale, vous n'êtes pas sûr de pouvoir la faire exécuter dans l'État où elle doit s'appliquer, parce que souvent, il faut requérir ce qu'on appelle l'exéquatur. Mais il n'en demeure pas moins que dans des relations où on a un système juridique au point comme, je dirais, un système judiciaire comme chez nous ou comme aux États-Unis. Et un système judiciaire, dirons-nous, en devenir, c'est-à-dire où il faut reconstituer tout un tas d'instruments juridiques qui peuvent aller du cadastre, qui peuvent aller des actes notariés jusqu'à un système judiciaire indépendant. Eh bien, la clause Sirdi permet, je dirais, de prévenir des dérapages de l'État où nos investisseurs investissent. Donc, il faut voir cette clause plus comme une sorte de dissuasion que comme véritablement quelque chose qui va être immédiatement efficace. Mais ça scelle un engagement. Ça scelle l'engagement de l'État où nos investisseurs vont investir, qu'il va les traiter sur un processus juste et équitable parce qu'il a une épée de Damoclès qui est peut-être éventuelle, mais on ne sait jamais. Donc je crois que c'est une bonne chose. Revenir maintenant au traité transatlantique, c'est totalement différent. On a deux systèmes judiciaires qui sont efficaces dans les deux cas, qui sont certes différents. On a un système anglo-saxon chez les Américains où on va plaider les cas, c'est-à-dire on va plaider ce que va être le traitement au regard d'une jurisprudence américaine qui n'est pas la nôtre, mais où on a la possibilité de se défendre, même si ça coûte très cher aux États-Unis. Et nous aussi, en France et en Europe, nous avons des systèmes judiciaires qui sont installés, qui sont efficaces, et donc on peut peut-être parfois critiquer telle décision de justice, mais il n'en demeure pas moins qu'on a des juges qui sont indépendants. Dans ces conditions, je crois qu'une clause d'arbitrage entre l'Europe et les États-Unis ne se justifie pas. Ne se justifie pas, et on peut toujours, par le biais de la protection diplomatique, évoquer avec le gouvernement ou avec un des États fédérés aux États-Unis, tel, je dirais, manquement qui pourrait avoir lieu. Donc c'est la raison pour laquelle je crois qu'il ne faut pas caler notre position que nous avons vis-à-vis d'un certain nombre de pays dans lesquels la justice est en devenir, et c'est une formule diplomatique, avec ce que nous faisons avec les États-Unis. C'est deux mondes différents,
Et c'est la raison pour laquelle je ne peux que me féliciter, parce que l'Irak est un pays très important dans lequel nous devons revenir avec force, que nous signions et que nous ratifions, ou que nous approuvions plutôt aujourd'hui cet accord bilatéral. Merci. Merci. Jean-Pierre Dufaux. Je serai très bref après l'intervention de Jacques Miard. Je voudrais d'abord remercier et féliciter Madame le rapporteur pour la précision, la clarté et j'allais dire l'honnêteté entre guillemets de son rapport dans la mesure où elle n'a pas éludé l'article 8 dont il était question. Chacun comprend l'importance économique, certes, avec sa relativité de cet accord, son importance politique et tous de la dynamique qu'il engage. Je ne savais pas que dans des profondeurs plus anciennes, Jacques Miard était à l'origine de ces rapprochements. C'est un argument supplémentaire pour que, effectivement, les commissaires socialistes votent ce rapport. Et je fais les mêmes remarques concernant le CIRDI. Il ne faut pas mélanger les choses ou comparer des choses qui ne sont pas de même nature et comparables. Donc nous voterons bien sûr avec enthousiasme, j'allais dire, votre rapport. Si, Jean-Claude Guibal. Merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, juste quelques éléments complémentaires sur le contexte économique. Quels sont les autres pays présents en Irak en matière d'investissement? Quels sont par ailleurs les principaux partenaires de l'Irak en termes de balance commerciale? En d'autres termes, dans quel contexte signons-nous cet accord bilatéral? Je vous remercie. Merci. Françoise Imbert. Merci Madame la Présidente. Madame Ameline, je comprends bien qu'il s'agit de renforcer la coopération économique et d'encourager les investissements réciproques entre nos deux pays. J'aimerais avoir quelques précisions sur les secteurs d'entreprise visés par les actions et prises de participation au capital. Plus précisément, je sais combien vous êtes sensible à cet aspect des choses. Savez-vous si les femmes irakiennes occupent des postes à responsabilité dans les entreprises de ce pays ? Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Mariani. Pardon. Merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, merci pour votre exposé. Quand j'étais ministre des Transports, je m'étais rendu 2 fois en Irak et j'avais souvenir effectivement des grosses potentialités que nous avions. D'autre part, je me souviens des rapports privilégiés à une époque entre le président du pays et Jacques Chirac, entre autres, qui avaient entraîné, des échanges commerciaux très denses où notre pays était en pole position. Ce qui prouve d'ailleurs une fois de plus qu'en général, on rentre dans les sanctions en étant très bien placé, on en ressort en étant quasiment pillé au point de vue de nos marchés par nos concurrents. Donc ma question, elle est simple. Je ne sais pas si vous avez abordé le sujet. Vous avez dit à un moment, il y a une entreprise qui a un gros problème. Est-ce que vous pouvez dire le nom ou pas? Voilà, enfin bon. Ou alors tu le diras en privé. Et deuxièmement, comment vous expliquez que, par exemple, les Allemands nous sont repassés devant? Parce que c'était un pays où, normalement, Allemands et Italiens étaient largement derrière. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Permettez-moi d'abord de féliciter Jacques Miard pour sa capacité d'anticipation. Visionnaire. Visionnaire. Non, mais je le remercie vraiment parce que, en plus, il est vrai que cet accord, je n'ai peut-être pas assez insisté sur ce point, mais il a été signé en 2010 et que c'est déjà quand même une réflexion ancienne. Il faut vraiment aujourd'hui que nous prenions cette décision parce que le contexte, en plus, encore une fois, nous y porte, même si la situation reste extrêmement préoccupante. Et donc, j'avais effectivement, et encore une fois, nous avions décidé de mettre en exergue ce contexte de rediscussion globale pour bien montrer que ces clauses de sauvegarde font l'objet aujourd'hui de négociations, mais je suis d'accord complètement pour dire que c'est dissociable tant en droit qu'en opportunité. Sur la partie concernant les... Merci à Monsieur Dufaux de ce soutien. Je voudrais rappeler sur le plan effectivement des relations économiques de l'Irak, aujourd'hui, les principaux fournisseurs de l'Irak sont ses voisins. En 2014, selon Eurostat, la Turquie a été à l'origine de 23% des importations du pays, devant la Syrie, avec 17%, et suivi par la Chine.
L'Union européenne n'a fourni, elle, que 12,4% des importations irakiennes. Quant à la part de marché de la France, donc, dans ces importations, elle n'a été que de 1,2%. Et c'est vrai que parmi les pays européens, je le rappelle, nous sommes dépassés par l'Allemagne et l'Italie, qui font quand même 3 ou 2%. Nous ne sommes pas sur des proportions lourdes, mais nous faisons jeu égal avec le Royaume-Uni. Et ce qui me paraît très important de souligner, c'est que cette relation est en déclin constant. Donc aujourd'hui, j'insiste. Alors sur les exportations françaises, je me permets de vous le dire que nous sommes sur, évidemment, nous, les exportations sur tout ce qui est équipement électrique, informatique, mécanique, produits métallurgiques également, produits pharmaceutiques également. Les importations, je l'ai dit, sont constituées globalement des hydrocarbures. Donc ce qui me paraît tout à fait essentiel, et je le redis ici, c'est que nous puissions accompagner un redressement économique de la France dans cette région, et surtout à travers des entreprises qui sont exceptionnellement importantes et qui nous demandent globalement, toutes, même si certaines sont plus concernées, d'être effectivement à leur côté pour améliorer la sécurité juridique. Et je crois que c'est un devoir que nous avons, tant pour nos entreprises que pour l'Irak. Et au fond, cela va nous permettre d'acquérir, je pense, une position utile, intelligente et probablement d'avenir dans cette région. Merci. Merci Madame la rapporteure. Je peux mettre maintenant le rapport aux voix. Qui est d'accord pour l'adopter? Eh bien, c'est l'unanimité. Je vous en remercie. Est-ce que c'est une discussion simplifiée ou pas? Ah, ça. Je n'ai pas d'informations sur le sujet. On ne sait pas encore. Ça n'est pas encore décidé. Si je peux me permettre, Ça n'est pas encore décidé. pour qu'elle soit simplifiée, elle peut l'être, sauf si un groupe quelconque demandait à ce qu'elle ne le soit pas. Hein, voilà. Bien, eh bien, Si personne ne demande à ce qu'il y ait débat dans l'hémicycle, elle est adoptée en simplifié. On peut effectivement demander son inscription en séance. Merci Monsieur le député d'avoir apporté cette précision. Très bien. Sur ce, eh bien, je vous remercie Madame la rapporteure pour cette affaire rondement menée. Excellemment menée. Nous poursuivons l'examen.